Bonjour tout le monde, c'est Emma et bienvenue sur la chaîne La Bouquinade. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un top 5 sur mes livres préférés de la maison Robert Laffont dans leur collection R. Je remercie à Audrey de m'avoir tagué pour pouvoir faire cette vidéo. Je trouve que c'est une bonne idée de format et si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me dire sur quelle collection vous aimeriez que je refasse ça. On commence tout de suite avec la 5e place et sur cette 5e place, j'ai décidé de mettre Les Belles de Daniel Clayton. Je vous ai déjà parlé de ce livre dans un vlog lecture et je vous ai déjà fait l'éloge de ce roman. Donc pour refaire un résumé, on est dans le monde d'Orléans, Camélia c'est notre protagoniste, notre héroïne et elle a la particularité d'être complètement différente du reste de la population qui sont des personnes dites grises, donc sans beauté, dénuées de toute beauté, de tout artifice, et elle c'est une belle. Donc comme le nom l'indique, beauté, etc. Mais c'est surtout qu'elle a la faculté de pouvoir rendre les gens beaux, entre guillemets, enfin changer leur physique et aussi même parfois changer leur caractère. C'est une sorte de transformation qu'elle a le pouvoir d'opérer sur chacune des personnes qui sont de couleur grise. La royauté, bien sûr, s'empare de cette nature qu'ont ces personnes-là. Et il y a ce qu'on appelle la favorite de la reine, c'est un petit peu le Graal, le dernier stade que ces personnes-là peuvent atteindre. Un peu triste, ils peuvent que faire ça entre guillemets de leur vie, super. Et Camélia, c'est son rêve de devenir la favorite de la reine, sauf qu'elle ne sait pas du tout ce qui se passe vraiment quand on fait partie des murs du royaume et ce qui va s'en suivre pour elle, quel sera son destin. J'ai énormément aimé ce roman par rapport au sujet qu'il traite. Est-ce que la beauté doit vraiment être que superficielle et s'en tenir à des formes, à des couleurs, ce genre de choses, ou est-ce qu'elle n'est pas un petit peu aussi intérieure? Est-ce qu'on est obligé de changer vraiment pour être beau pour les yeux des autres, ou est-ce que ce serait pas nous qui influerait sur ça? J'ai énormément aimé ce roman. Je sais qu'il sort courant 2020. Ça fait un petit moment que j'attends ce tome 2, mais bon, je me dis que peut-être qu'il sera encore plus génial. En tout cas, j'ai hâte de lire la suite. En 4e position, on a le premier tome de Phobos de Victor Dixon, pardon. Donc ce n'est pas du tout une grande surprise et bon, je vais pas vous faire un très grand résumé là-dessus, mais c'est mon premier tome préféré. Enfin, c'est le premier tome mon préféré parce que c'est là où on découvre vraiment un petit peu tout ce qui va se passer et ouais, c'était un peu comme le premier tome d'Harry Potter. C'est le moment le plus croustillant pour moi parce que c'est là où on découvre vraiment tout l'univers. J'aime beaucoup ce tome-là parce que je trouve qu'il est très bien cousu, enfin que toutes les petites intrigues s'enchaînent très bien entre elles. Sinon, pour l'histoire, c'est 6 prétendants et 6 prétendantes qui vont être envoyés sur Mars. Donc il y a toute une sélection avant, mais ils vont être envoyés sur Mars pour peupler cette planète, et donc c'est le premier grand voyage sur Mars. Voilà, je vous en dirai pas plus parce que j'en ai déjà longuement parlé de cette saga, mais si vous hésitez encore, essayez au moins le premier tome et je suis sûre que ça va vous convaincre. En 3e position, on a A Night School de Seiji... Oh, j'arrive toujours pas à le prononcer, Dougherty CSman. Ça n'a pas changé, j'arrive pas à le dire. Donc je lu pour l'instant que le premier tome, mais c'est un réel coup de cœur. J'ai beaucoup aimé l'ambiance de ce livre et le personnage principal, ce qui est quand même assez rare que j'ai un coup de cœur sur un personnage principal. Ali a subi quelque chose d'un peu particulier, elle a perdu son frère, on sait pas vraiment s'il est encore en vie, enfin elle-même ne le sait pas avec sa famille, ils ne savent pas si son frère, enfin le fils, le frère, vous avez compris, s'il est encore en vie ou s'il est mort, on ne sait pas du tout où il est et ce qu'il en est. Et suite à ça, elle va tomber dans un engrenage où elle va faire que des complications pour ses parents, en vol, bagarre, etc. Jusqu'à ce que son lycée ne veut plus du tout avoir Ali dans l'enceinte des murs. Mais en tout cas, à ce moment-là, où à un moment ses parents, quand ça va être la énième fois que la police dit enfin, peut-être pas des bêtises celle-là. Ils vont décider de l'envoyer dans une école spéciale pour la redresser et pour l'aider à traverser cette passe. Et c'est l'école Night School. Elle n'a jamais entendu parler de cette école, elle est un petit peu située dans un endroit que personne ne connaît. Et c'est une école qui fait un petit peu... Bon, c'est un internat déjà, mais on se dit, ce manoir,
on n'a pas confiance. Elle va découvrir un petit peu dans ce premier tome les intrigues, ce que cache ce manoir que personne ne connaît, qui sort de nulle part et dont les professeurs sont tout aussi spéciaux, ainsi que les élèves. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est un petit peu comme Stags que j'ai lu aux éditions Bayard cet été. J'aime beaucoup cette ambiance d'école avec des intrigues mystérieuses qui souvent relatent du passé, enfin j'aime énormément ça. En seconde position, nous avons notre très célèbre Cogito de Victor Dixon. Il y a beaucoup de Victor Dixon dans ce top 5. C'est un one shot, je vous ai également fait une vidéo vlog lecture complètement dédiée à ce roman là. Je vous invite à aller la voir si vous voulez plus de détails, et j'en parle beaucoup mieux sur cette vidéo. Dans cette histoire, on a Roxane qui a 18 ans et qui vit dans un monde où les robots font tout. De A à Z, ils font vraiment tout. Et ses parents ont perdu leur boulot respectif suite justement à la robotisation, puisque les tâches qu'ils accomplissaient dans leur boulot ont été remplacées par des robots. Ils ont donc par conséquent plus de sous, et Roxane fait comme elle peut pour elle aussi vivre un peu comme tout le monde, même si c'est pas du tout son cas. Elle va s'inscrire pour obtenir son diplôme malgré tout dans un stage de robotisation. Le stage c'est, je sais plus comment il s'appelle, le stage de programmation neuronale, et c'est dans ce stage en fait que donc tout l'univers va se passer. Roxane va découvrir qu'on peut devenir intelligent grâce à ce stage. En fait c'est une entreprise qui met en place ça, on nous insère des neurones, des robots dans le cerveau qui vont pouvoir influer, transformer et multiplier nos connaissances. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? C'est une réponse que nous propose Victor Dixon, ça m'a énormément parlé et je trouve que c'est peut-être un jour ce qui pourrait se passer. Enfin, j'ai trouvé ça très réaliste et j'ai trouvé ça hyper parlant par rapport à ce que on vit aujourd'hui et ce que sera notre lendemain. Et en première place, ce n'est pas un livre, j'avoue que j'ai un peu triché, c'est 3 livres, c'est une trilogie que j'ai pu lire cet été et je vous en parle maintenant. Il s'agit de Le Joyau, donc la saga Le Joyau. Les joyaux. Donc voilà, c'est un coup de cœur sur chaque tome. J'ai enchaîné les 3 tomes d'affilée. J'ai pas pu m'arrêter et lire un autre livre entre temps. C'était vraiment génial. Alors c'est vrai que certains peuvent dire que ça ressemble à la sélection. Grosso modo, on peut avoir des airs, mais une fois passé les premières pages, je trouve pas trop que ça ressemble à cette saga-là. Donc on va suivre dans le premier tome et dans les autres tomes d'ailleurs, Violette Lasting, qui est une mère porteuse. C'est-à-dire qu'elle a la faculté de pouvoir porter un enfant issu d'une famille du cercle royal, oui, pas un autre, sauf s'il a du fric, et elle va pouvoir assurer la bonne santé de cet enfant, mais aussi son avenir en transformant son caractère, ou bien son physique, ou carrément ses connaissances, ses facultés intellectuelles. Mais pour devenir une mère porteuse, tout d'abord il y a eu tout un avant qui est pas terrible d'ailleurs. Violette vivait tranquillement avec sa petite famille dans la partie l'une des parties les plus pauvres dans le marais de cet univers là. Il y a donc bien sûr le cercle royal où bien sûr évidemment c'est là où il y a le gros fric, le commerce, le marais, et donc elle fait partie du marais. Sa classe est donc très basse. Étant donné que les femmes du cercle royal n'arrivent plus à procréer, c'est-à-dire que soit leurs enfants naissent avec des problèmes, soit ils naissent pas du tout, et ils vont découvrir quelques années plus tard que en fait les filles, les femmes issues du commerce ou du marais ont la capacité, elles, d'avoir la fertilité tout simplement, et donc on va les emmener et les utiliser. Sauf que ça va pas s'arrêter là, ils vont du coup découvrir qu'elles ont la faculté de pouvoir utiliser leurs dons sur l'enfant, et il va y avoir toute une formation derrière. Donc les jeunes filles du marais, une fois ça a été prouvé qu'elles sont fertiles, elles sont emmenées et de force, hein, elles n'ont pas le choix, et utilisées par la suite. J'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Alors oui, c'est vrai que cette histoire de cercle royal, c'était très intéressant parce que on peut voir un petit peu le côté désespéré et un peu la folie de ces personnes-là
juste pour pouvoir avoir un enfant, ou c'est synonyme aussi de pouvoir d'avoir un enfant. C'était très 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 sympa. Je vous avoue que comment je vous en parle, c'est pas du tout légitime par rapport à cette saga qui est dingue, qui est super bien. Il y a vraiment pas mal de thématiques qui sont abordées et c'est ça vraiment qui m'a captivée du début à la fin. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou mettre un pouce bleu ou tout ce que vous voulez. Et moi du coup je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye! Oui, donc je n'ai plus ma grosse toufface frisée, nous sommes sur quelque chose comme ça. Voilà, je tenais juste à le dire.